Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'interprétation du rêve ou plutôt d'une introduction à l'interprétation du rêve puisque je suis toujours sur le livre Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. Ok ? Donc cette vidéo, en fait, c'est tout simplement la suite de la vidéo précédente, vidéo dans laquelle j'ai justement parlé du rêve et notamment du travail d'élaboration du rêve qui nous a justement permis de comprendre d'où vient le rêve, comment il se forme, donc les mécanismes de formation, comprendre ce qu'est le rêve de manière générale. Et c'est quelque chose qui selon moi est vraiment très important, c'est essentiel pour comprendre la notion de rêve en psychanalyse et pour par la suite pouvoir interpréter le rêve, d'accord ? On ne peut pas s'estimer apte à interpréter le rêve si on ne sait pas de base, si on ne connaît pas de base un minimum le rêve, si on ne sait pas d'où il vient et comment il se forme, si on n'a pas compris en fait ce qu'est le travail d'élaboration du rêve. Ok, donc je te conseille vivement, si tu n'as pas encore vu la vidéo précédente sur l'élaboration du rêve, je te conseille vivement de stopper cette vidéo-ci, d'aller la voir parce que c'est vraiment, c'est vrai qu'elle est longue, mais c'est vraiment la partie la plus importante pour comprendre vraiment toutes les bases, et quand tu l'auras vu, tu vas beaucoup mieux comprendre ce dont je vais parler ici dans cette vidéo. Parce que c'est vraiment la suite, c'est comme un cours, enfin je veux dire c'est une suite logique. Tu commences pas une phrase au milieu de la phrase, tu commences au début, tu vois, tu commences pas un marathon au milieu, tu le commences au début. Bah là c'est la même chose, il faut vraiment commencer au début pour bien comprendre toutes les bases qui nous ont emmenés ici à la partie sur l'interprétation du rêve. Ok ? Alors, commençons, rentrons directement dans le vif du sujet. Le travail d'interprétation du rêve, c'est le travail du psychanalyste et c'est tout l'inverse du travail d'élaboration. D'où la nécessité de bien comprendre ce qu'est le travail d'élaboration. En fait, le travail d'interprétation, il va partir du contenu manifeste, donc partir du rêve, de l'histoire du rêve, de ce que nous raconte le rêve, pour aller en profondeur et aller chercher les idées inconscientes, les idées latentes, en fait, tout simplement. Nous avions vu que lors de l'élaboration du rêve, c'était l'inverse. On partait des idées latentes, donc des idées inconscientes, on partait de la matière brute, de la face cachée de l'iceberg, donc du profond de l'inconscient, pour arriver justement au contenu manifeste, au diamant poli, pour arriver à la surface, au sommet de l'iceberg. Ok ? Là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de la surface de l'iceberg, de la surface qu'on voit, et on plonge vers la face cachée, donc vers l'inconscient. On part du beau diamant poli et on retourne à l'état initial, la matière brute du rêve, les idées latentes, l'inconscient. Ok ? C'est vraiment le travail d'interprétation et c'est le travail du psychanalyste. Voilà. Et justement, l'idée, faut savoir qu'en psychanalyse aussi, le but, c'est d'explorer la vie psychique de l'homme, c'est d'explorer l'inconscient, de comprendre l'inconscient, de comprendre ce qui se passe un peu là, comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient, et c'est justement le but. Le rêve, c'est l'un des travails principaux l'un des travaux principaux de Freud. Qui permet justement de connaître et de comprendre la vie inconsciente de l'homme. Donc c'est aussi grâce au travail de l'interprétation du rêve qu'on peut comprendre ce qui se passe bien en profondeur, comprendre ce qu'il y a là en profondeur. Donc on part de la surface et on va en profondeur. Ok ? On part de ce diamant poli qui est le contenu manifeste et on retourne à la matière brute, les idées latentes, les idées inconscientes. C'est vraiment très important, hein. C'est vrai que j'insiste sur ça, tout comme j'ai insisté dans la première vidéo, je vais insister là aussi. C'est tout simplement le travail inverse. Si tu l'avais très bien compris dans la première vidéo, tu le comprendras aussi très bien ici, d'accord ? Donc, le psychanalyste, justement, il va aider le rêveur à interpréter son rêve, mais il ne va pas l'interpréter à sa place.
Je m'explique. Nous avions vu, notamment dans la... je sais que j'en ai parlé dans ma toute première vidéo sur qu'est-ce que la psychanalyse, une petite introduction à la psychanalyse, où j'expliquais que la psychanalyse, c'est tout simplement un échange de paroles entre l'analysé et le psychanalyste. Donc ici, c'est un échange de paroles entre la personne qui est arrivée, donc le rêveur, et le psychanalyste. Imaginons que moi, je suis la personne qui est arrivée, toi, tu es le psychanalyste, ben on discute, tu vois, on discute. Le but de l'interprète, c'est d'amener le rêveur à trouver l'explication lui-même. C'est d'amener le rêveur à résoudre le problème, à trouver l'énigme. Mais il faut vraiment en fait que ça vienne de lui. C'est-à-dire que, je peux te prendre un exemple, mais dans la vie dans la vie de tous les jours, on va plus être motivé à faire quelque chose, on va plus avoir envie de faire quelque chose si nous-mêmes on a décidé de faire la chose, plutôt que si papa, maman, un tel nous dit fais ça. On va plus avoir envie de le faire si c'est nous. Pareil pour, trouver une solution à un problème. Si on a trouvé la solution, si on a trouvé l'idée, si c'est notre idée, on va être beaucoup plus convaincu par cette idée, par cette solution. Plutôt que si c'est quelqu'un qui nous dit, non, mais je te dis, c'est ça. Ouais, mais comme c'est pas moi qui l'ai trouvé, je suis moins convaincue. Là, c'est la même chose. L'idée, c'est vraiment, il s'agit, en fait, en premier lieu de la personne en question. Et il faut qu'elle trouve les choses elle-même, bien qu'elle soit aidée du psychanalyste ou peu importe, mais il faut que ça vienne vraiment d'elle, parce que si ça vient pas d'elle, il y a un gros risque de rejet, bien évidemment. Ça, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, mais voilà quoi. Donc ça faut vraiment le comprendre. Donc revenons donc à nos techniques d'interprétation. Donc c'est vrai que Freud, je trouve que dans son livre, il s'est beaucoup plus étendu sur l'élaboration du rêve que sur l'interprétation du rêve. Après, je sais que ce ne sont pas les seuls écrits sur l'interprétation du rêve. Là, on est toujours sur une introduction. Mais il s'est beaucoup plus étendu sur l'élaboration du rêve. Après, moi, je trouve ça complètement logique, puisque, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est la partie la plus importante et elle est vraiment nécessaire pour pouvoir, par la suite, interpréter le rêve. Mais donc, j'ai relevé trois techniques qui vont ensemble, bien évidemment. 3 techniques d'interprétation du rêve. La première étant tout simplement de demander au rêveur. Donc, demander au rêveur de quoi il est arrivé, ce qu'il en pense, etc. etc. Et Freud nous le dit, lorsque le rêveur nous dit quelque chose, nous sommes en présence d'un fait devant lequel nous devons nous incliner. Nous devons accepter ce que le rêveur nous dit, nous devons le croire, nous devons le comprendre, d'accord ? Après, moi je suis pas interprète, je ne fais que dire ce que j'ai compris du livre Introduction à la psychanalyse. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de demander au rêveur et d'accepter sa réponse, sinon ça n'a aucun sens, bien évidemment, nous sommes d'accord. La deuxième technique est la technique de l'association. Donc l'association, alors il me semble en avoir déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais l'association c'est justement le fait que la personne elle va dire une chose puis penser à autre chose et cette chose va le faire penser à autre chose. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle l'association et c'est l'idée vraiment de penser librement, sans contrainte, sans effort. Je te dis quelque chose, il y a un truc qui te vient à la tête, je te dis un chat, à quoi tu penses? Je te dis un chien, à quoi tu penses? Je te dis pluie, à quoi tu penses? Je te dis soleil, à quoi tu penses? Tu vois, c'est ça. L'association, c'est vraiment, on a des idées qui viennent, qui s'enchaînent un peu comme ça dans le cerveau. Et c'est une technique, bon, pas seulement pour le rêve, hein, moi je trouve pour tout. Lorsqu'on pose une question, bien évidemment, il y a d'autres choses qui viennent en tête et ça permet de mieux comprendre certaines choses. Et c'est justement l'une des techniques de l'élaboration du rêve. De l'interprétation du rêve, pardon. Faut pas non plus oublier que la psychanalyse se base sur la notion de déterminisme psychique, c'est-à-dire que les choses que le rêveur va nous dire elles ne sont pas arbitraires, c'est pas du hasard en fait. Si le rêveur nous les dit, si la technique de l'association a fait ressortir telle ou telle idée, c'est pour une raison, c'est parce que ça a un sens, les idées ont un sens, elles ne sont pas arbitraires. C'est l'un des principes de la psychanalyse que j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'introduction à la psychanalyse. Ok ? Et puis la troisième technique, qui est justement le symbolisme. Donc symbolisme, nous en avions déjà parlé dans l'élaboration du rêve, puisque c'est outil.
Oh là là c'est aussi un outil qui est utilisé par le travail d'élaboration. Et justement, on utilise aussi, et en grande partie, le symbolisme pour interpréter le rêve. La notion de symbolisme, bon, je pense que tu sais ce que c'est. La notion de symbole, donc ça se base en fait sur la notion de comparaison. Comparaison entre certaines idées, entre certaines choses, entre des objets. C'est vraiment la notion de symbolisme. Et Freud nous explique que lorsqu'on parle de symbolisme, là, il ne s'agit pas de connaissances inconscientes, il s'agit de rapports inconscients. C'est-à-dire que le rêveur, il ne sait pas spécialement que telle idée est le symbole, telle chose est le symbole de telle idée, ou tel truc symbolise tel truc. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne sait pas forcément, mais qui aident à l'interprétation du rêve. Freud, il a quand même écrit pas mal de pages sur le symbolisme. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais bon, pour faire en résumé, si on l'écoute, tout a une connotation sexuelle. Tout ce qui est, tous les symboles en fait ont une arrière-pensée, disons sexuelle. Si on l'écoute, pour faire court, le sexe masculin est représenté par tout ce qui est droit, tranchant, droit, tranchant, tous les objets d'où peut sortir de l'eau, des sources, d'où peut jaillir de l'eau, ça serait l'éjaculation. L'appareil sexuel féminin, ce serait tout ce qui représente une cavité, un trou, quelque chose de confortable dans lequel on peut se loger, des bijoux, des sucreries, des choses comme ça. La forêt, ce serait les poils, la table, je crois que c'est la femme. Voilà, il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que les symboles sont très tournés autour du sexe. Après, bon, on sait très bien que le sexe, c'est aussi une des théories principales de la psychanalyse. On sait que Freud a aussi basé en fait beaucoup de ses théories sur le sexe et sur la part que le sexe a dans la formation des rêves, dans la formation des névroses, tout ça. Donc voilà, mais voilà, c'était juste pour dire que la plupart des symboles qu'il a cités sont des symboles sexuels et voilà. Donc voilà, les symboles qui justement se basent, comme il le dit, sur des mythes, sur l'histoire, sur l'ethnologie, sur la linguistique aussi, sur beaucoup de choses. La psychanalyse, ça se base aussi sur beaucoup de sciences humaines, de sciences sociales, de choses comme ça. Ok ? Donc ça, c'est vraiment les 3 techniques dont il a pu nous faire part dans ce livre, Demander aux rêveurs, la technique de l'association et le symbolisme. Techniques qui permettent justement à l'interprète de pouvoir aider le rêveur à interpréter son rêve, à se rendre compte des idées inconscientes qui ont déclenché la formation du rêve. D'accord ? Idées qui ont été transformées par la suite en contenu manifeste par le travail d'élaboration. Ok. Ensuite, il faut savoir, alors comment je peux expliquer ça ? Il faut savoir que il y a certaines objections qui peuvent bloquer le travail d'interprétation. C'est pas toujours facile. C'est quelque chose de difficile, on va dire, parce qu'il y a des objections conscientes ou inconscientes de la part du rêveur qui peuvent venir bloquer certaines choses. C'est-à-dire que il y a des idées qui en fait sont vues comme menaçantes, inacceptables, pas possibles par le rêveur, et il va lui-même ne pas les communiquer. Par exemple, lorsqu'on lui pose la question, il va avoir des idées qui lui viennent en tête de par l'association. Et comme ces idées, selon lui, c'est pas possible, il peut pas se l'avouer, il peut pas se convaincre que ces choses ont été à la base de son rêve parce que c'est tellement menaçant et désagréable pour lui qu'il va le couper, il va les étouffer, il va les effacer et il ne va pas en faire part à l'interprète. Ça, c'est une difficulté dont Freud nous parle parce que bien évidemment, l'interprète, bon, avec son expérience, son exercice, on le verra plus tard, il comprend les choses, mais c'est vrai que l'idée, c'est pas vraiment d'étouffer les idées, c'est plus de les laisser sortir.
Aussi, donc ça, disons qu'on va appeler ça plus les objections internes au rêveur. Ça c'est mon idée. Hein. Objections internes au rêveur. Puis on va aussi avoir les objections qui viennent en fait de l'extérieur. Par exemple, lorsque le psychanalyste propose un projet d'interprétation, le rêveur nie, il refuse complètement parce que non, c'est pas possible, c'est horrible, comment pouvez-vous penser ça de moi? Enfin, voilà, en fait c'est un peu le mécanisme de la censure mais qui s'opère à l'état de veille. Nous en avions parlé justement dans la vidéo sur l'élaboration parce que la censure c'est vraiment l'un des mécanismes les plus importants, l'un des mécanismes vraiment principaux du travail d'élaboration du rêve. Et justement, en fait, c'est la censure ici qui s'opère à l'état de veille et qui fait qu'il y a des idées qui sont étouffées. Des idées qui sont étouffées et qui rendent justement le travail plus difficile que prévu. Et ce que Freud nous dit, c'est justement que, en fait, il faut accepter toutes ces idées un peu désagréables, ces idées un peu menaçantes qui sont selon nous vues comme inacceptables, qui sont selon nous vues comme dégoûtantes d'un point de vue moral, esthétique ou des choses comme ça. Selon lui, en fait, il faut les accepter parce que si on ne les accepte pas, on reste en fait dans un cercle vicieux. Et c'est-à-dire que, alors j'ai pas la phrase en tête, mais il nous explique que c'est justement en repoussant ces idées qui nous paraissent si désagréables qu'on reproduit le mécanisme de la formation des rêves, puisque les rêves, ils partent en fait de ces idées inconscientes et pour la plupart désagréables, et ils partent en fait de ces idées. Et si on repousse ces idées, plutôt que de les affronter et de les dominer, ben on n'empêche pas les choses de se faire. C'est comme, je veux dire, tu sais très bien de quoi je parle, c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut affronter les problèmes, sinon ils ne se je vais pas utiliser ce verbe, ils ne se résoudre ou résolve, il ne se résolve pas. Ouais, je crois que c'est ça. Oh my god. Je disais quoi? Oui, il faut affronter les choses parce que on peut contourner le problème une fois, deux fois, trois fois, mais après, au bout d'un moment, ça marche plus. D'accord? Donc, il nous explique vraiment qu'il faut affronter et dominer ces choses pour justement comprendre le rêve et comprendre ce qui se passe dans l'inconscient. Ok? Ensuite, donc, Freud a fait face à certaines critiques par rapport à son interprétation, à ses techniques d'interprétation, par rapport à ses théories en fait sur le rêve, techniques dont il nous a fait part dans son livre et que je trouve très légitimes d'ailleurs. La première critique étant sur l'indétermination du rêve et la multiplicité, oui, des sens. C'est-à-dire, je m'explique, que, en fait, le rêve, au final, on ne sait pas si telle idée doit être prise comme étant cette idée ou comme étant son contraire. On ne sait pas si on doit le prendre au sens propre ou au sens symbolique. On ne sait pas si on doit le prendre d'un point de vue positif ou négatif. Au final, si on y croit tout ce qu'on a vu jusque-là sur le rêve, on pourrait donner tellement de sens possible à un seul rêve, genre c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on se dit, finalement, la décision, en fait il n'y a pas de critère de décision objectif. Après j'ai envie de te dire, il n'y a pas de critère de décision objectif, nous sommes quand même en psychanalyse. La psychanalyse c'est quand même quelque chose de très abstrait, c'est compliqué de mettre des critères de décision objectifs. Mais du coup, s'il n'y a pas ces critères objectifs, ça voudrait dire que l'interprétation du rêve est laissée à l'arbitraire de l'interprète. En gros, ça voudrait dire que interprète 1 peut te dire que pour un même rêve, 10 interprètes pourraient te donner des interprétations différentes parce que on peut trouver des trucs... voilà, il y a beaucoup de sens, multiplicité des sens et indétermination du rêve. Et donc c'est l'une des critiques auxquelles il a fait face et il y répond notamment par 2 choses. Première chose, la personne qui interprète doit être expérimentée. Elle doit avoir de l'expérience. Et c'est justement son expérience qui lui permet de trouver une interprétation juste. Donc il nous explique que la bonne interprétation du rêve dépend de l'exercice, de l'expérience, de l'habileté et de l'intelligence de l'interprète. Donc ça, c'est sa première explication. La deuxième étant que c'est pas parce que il y a indétermination du rêve qu'il y a forcément multiplicité des sens.
Je m'explique. Il a pris l'exemple, par exemple, de la langue chinoise. Pour moi, c'est l'exemple qui va être un peu le plus compris, je pense. L'exemple de la langue chinoise qui, en fait, en langue chinoise, je ne sais pas si tu sais, mais un seul mot peut avoir des significations vraiment différentes. Il peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses en langue chinoise. Et on trouve le sens de ce mot, parce que les Chinois, ils arrivent quand même à communiquer, hein. on le sait bien. Ils trouvent le sens du mot par le contexte, par le ton, la manière dont tu l'as utilisé, les gestes, enfin tout ça. Il y a tout un autour qui permet de comprendre le sens du mot. Et c'est pareil dans le rêve. Il faut prendre en compte le contexte, il faut prendre en compte la situation psychique de l'individu, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour pour pouvoir interpréter le rêve. Et justement, en prenant en compte tous ces points, ça nous permet, parmi une multitude d'interprétations, de rejeter toutes les autres et de n'en choisir qu'une qui s'applique en fait au cas, au rêve que nous sommes en train d'interpréter. Donc c'est là qu'il nous explique que c'est pas parce qu'il y a indétermination qu'il y a forcément multiplicité des sens. En langue chinoise, un mot peut vouloir dire 10 000 trucs et pour autant, les Chinois ils se trompent pas quand ils se parlent. Ils savent de quoi ils parlent parce qu'il y a le contexte, il y a le ton, il y a la manière. Ok. Il a aussi pris l'exemple, alors je sais pas si je vais réussir à bien l'expliquer, mais je vais essayer de faire passer l'idée, parce qu'il n'a pas pris que l'exemple de la langue chinoise, il a pris l'exemple de notamment tout ce qui est langue et écritures anciennes, et notamment un exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'exemple des écritures babyloniennes, pour lesquelles, bien évidemment, à une époque, il y avait en fait cette critique, la même critique qu'on fait sur le rêve, on l'a faite aussi pour les écritures anciennes, qui étaient interprétées, puisque voilà, elles étaient interprétées, ces écritures, mais elles ont bien évidemment reçu la critique mais comment tu peux dire que c'est ça, pourquoi ce serait pas ça, machin. Comme le rêve, hein, pourquoi c'est ça et ce serait pas ça. Hein. Et en fait, il expliquait que je ne sais plus qui, en fait, a fait venir différents, je crois quatre interprètes, un peu du monde entier, on va dire, enfin de différentes parties du globe, 4 interprètes, et on a demandé à ces interprètes d'interpréter un passage, d'interpréter un texte en écriture babylonienne, chacun de leur côté, et à la fin, lorsque les 4 interprètes ont soumis leur interprétation, on pouvait conclure que les 4 interprétations étaient assez similaires pour en déduire que les travaux qui avaient déjà été faits pour l'interprétation et la découverte des écritures babyloniennes étaient les bonnes, etc. Enfin voilà. Mais tout ça pour expliquer que oui, il peut y avoir 10 000 interprètes, mais finalement quand on prend en compte tout ce qu'il faut prendre en compte, le contexte, la situation psychique, lorsqu'on est assez expérimenté, assez habile, assez intelligent, qu'on a l'habitude, qu'on sait de quoi on parle, etc., etc., on arrive finalement à une seule interprétation qui est la bonne. C'est ce qu'il nous explique. Ok ? Donc ça, c'était pour contrer la première critique, pour répondre à la première critique. Ok ? La deuxième, je suis déjà à 22 minutes. Je pensais que je pensais que la vidéo allait être beaucoup moins longue, mais c'est pas grave. Je disais quoi ? Oui, la deuxième critique à laquelle Freud fait face, c'est que les résultats sont tirés par les cheveux. Alors oui, donc bon, ça j'en ai un petit peu parlé dans les objections, mais c'est vrai que les résultats qui sortent généralement de l'interprétation des rêves, ce sont des résultats qui déplaisent, qui sont désagréables, parce que on part des idées inconscientes et bien évidemment c'est pas toujours agréable. Et du coup des fois on en arrive à des résultats qui sont quand même extraordinaires, des trucs exorbitants, on a les yeux qui sortent du globe comme ça, enfin ce sont des choses qui, justement, les résultats sont tirés par les cheveux, c'est la critique qu'on a fait à Freud. Et il nous explique justement que il faut savoir faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire face et surmonter les choses désagréables, parce que c'est tiré par les cheveux, mais il dit un truc assez intéressant, j'ai pas la phrase, mais je vais te la mettre en dessous. Il dit un truc, lorsque quelque chose est caché, là il parle de l'inconscient, lorsque quelque chose est caché, est-ce qu'on va chercher la chose à l'endroit où elle est censée se trouver ? Bien sûr que non. Enfin, toi, tu t'attends à trouver les bonbons dans le placard en haut à droite de la cuisine. Ta maman, elle veut cacher les bonbons, elle va pas les cacher dans le placard en haut à droite de la cuisine, puisque c'est là que tu t'attends à les trouver. Donc, bien évidemment,
enfin, tout ça pour expliquer que oui, ce sont des choses qui déplaisent, mais ce sont des choses qui sont cachées dans l'inconscient. Et bien évidemment, on ne s'attend pas à ce genre de choses. Donc, comme on ne s'attend pas à ce genre de choses, lorsqu'on est face au résultat de l'interprétation, on est en mode mais what the fuck, quoi, c'est là tu vois. Donc, c'est ça. Ok. Troisième et dernière critique, qui est justement l'influence du psychanalyste sur le rêveur. C'est-à-dire que les personnes qui sont soumises au traitement psychanalytique, elles arrangent le rêve en fonction des théories préférées de leur médecin. Je sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a fait rire en mode « Ouais, j'arrange mon rêve pour faire plaisir à mon médecin. Non, j'arrange ma maladie parce que mon médecin, il aime bien ça. » Enfin, voilà, ça m'a fait un petit peu rire. Mais c'est vrai en fait. Enfin, c'est vrai. C'est une critique qui est tout à fait légitime. Parce que Freud le dit justement, le psychanalyste, le médecin peut avoir une influence sur l'objet du rêve. Il peut avoir une influence sur le rêveur, bien évidemment. Mais il nous explique que qu'on peut suggérer au rêveur l'objet de son rêve, mais on ne peut pas agir sur ce sur quoi il va rêver vraiment, parce que ce sont vraiment ses idées inconscientes. Après, bon, je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais bon, ça me prendrait du temps pour expliquer tout ça. Mais il est aussi, enfin, on peut agir sur l'inconscient d'une personne, donc bien évidemment. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est une critique vraiment très 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 légitime. Parce que oui, le psychanalyste peut avoir une influence sur le rêve de la personne, en fait, tout simplement. Ça fait partie des idées qu'on lui soumet à l'état de veille et des idées auxquelles il peut rêver durant son rêve. Voilà. Ok ? Donc en fait, selon Freud, il y a une confusion entre le rêve et les matériaux du rêve. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette partie sur l'interprétation du rêve et sur les diverses critiques liées à l'interprétation du rêve. Donc toujours selon le livre Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. J'espère que j'ai été assez claire, que j'ai donné des exemples assez imagés pour que tu puisses comprendre les choses. Si je devais conclure un petit peu cette vidéo et aussi la vidéo précédente, puisque comme je t'ai dit c'est une suite, que dire? Dans le rêve, bon, on a vu ce qu'est le rêve, on a vu d'où vient le rêve, comment il se forme, quels sont les mécanismes, que ce soit la censure, la réalisation de désir. On a vu comment on peut l'interpréter par l'association, par le symbolisme. On a vu les diverses critiques par rapport au fait qu'on peut trouver 10 000 sens à un rêve, ou que le psychanalyste aurait une influence sur le rêve de la personne. Enfin voilà, ça c'est tout ce qu'on a vu. Bien évidemment, dans tous les cas, je te mets le PDF récapitulatif de toutes les 2 vidéos en fait en bas, en description, comme ça tu as tout. Ça te sert de support pour les vidéos, ça te sert pour si tu as envie de regarder, de revenir sur certaines choses. C'est résumé. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Oui, on a étudié justement le rêve. Et justement, cette étude du rêve va nous permettre de mieux comprendre ensuite l'étude des névroses. Donc je sais pas encore, je sais pas encore à quel moment je vais parler des névroses ici, les névroses selon Freud, la théorie générale des névroses. Mais voilà, on verra. C'est ce qui nous permet justement de bien comprendre la théorie des névroses. Et puis qu'est-ce que je peux dire? Alors il y a quelque chose qui me vient en tête, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est autre chose. Ça pour moi ça rentre dans tout ce qui est limite de la psychanalyse et je ferai probablement une vidéo sur ça, d'accord? Que puis-je dire d'autre? J'espère que en tout cas cette vidéo sur le rêve, que ce soit celle-ci ou la première sur l'élaboration du rêve, que ces vidéos ont été claires et t'ont permis de mieux comprendre le rêve. Et bah peut-être que maintenant tu pourras un petit peu te lancer des petits défis pour interpréter ton rêve un petit peu tout seul. Après bien évidemment je le répète, moi je suis pas psychanalyste, je suis pas non plus interprète, je prends les connaissances que je trouve dans le livre, le savoir dans le livre et je te le transmets, d'accord? Et voilà, après c'est vraiment à nous, que ce soit à toi ou à moi, c'est à nous de nous faire notre propre avis sur les choses et de mettre en lien
les différentes informations pour sortir quelque chose. Voilà, le but c'est pas de prendre bêtement et non, ok. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté. Et puis je te dis à la prochaine. Oui, n'oublie pas, si ces vidéos t'ont plu, de mettre un petit j'aime, de t'abonner pour me donner de la force. Et puis dans tous les cas, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo, ok? Allez, ciao!